Écoutez, bonjour, bienvenue au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Je suis Karim Beniclef, je suis directeur du laboratoire et titulaire de la chaire Lexum en information juridique. Mon grand plaisir donc d'accueillir aujourd'hui M. Pierre-Yves Gosset, délégué général de Framasoft en France, qui nous entretiendra donc de la dégooglisation, c'est pas toujours facile à dire, d'Internet. Suivra évidemment une période de questions avec notre invité et également une table ronde par la suite. Alors je remercie Facile, qui est notre partenaire dans cette aventure scientifique, de sa collaboration. Mathieu, qui est là sans le chapeau, je n'ai pas reconnu, et Karine, qui est là-bas au fond du laboratoire. Alors écoutez, sans plus tarder, je cède la parole à notre invité français et suivra donc une période de questions, 5 petites minutes de pause, et ensuite nous pourrons entamer la table ronde avec nos invités. Ça va être en fait, je vous l'avoue, une table rectangulaire. Merci. Merci à vous. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie la chaire Lexum de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Merci à Facile aussi de m'accueillir. L'idée aujourd'hui était un petit peu en préparation du débat qui viendra vers 18h15 de parler des dangers de la centralisation d'Internet et notamment du problème posé par ces 5 entreprises qu'on appelle GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Et donc nous, ce qu'on a mis en place pour essayer de résister un petit peu à cette colonisation d'Internet. Juste pour présenter un petit peu Framasoft, parce que vous ne connaissez pas forcément effectivement cette association. Donc Framasoft, c'est une association loi 1901, l'équivalent d'un OSBL ici. C'est une trentaine de membres, avec 3 permanents, donc bientôt 5. On fait partie des rares associations qui arrivent à embaucher. Mais c'est aussi et surtout une communauté d'environ 2000 personnes, essentiellement en France, qui nous soutiennent soit en participant au projet, soit en donnant pour soutenir l'association de façon à ce qu'on soit totalement indépendant d'entreprises, d'États ou de collectivités. On ne touche donc pas de subventions. C'est une association qui a plus de 10 ans d'existence maintenant et qui a commencé sur un premier axe qui était le logiciel libre, avec un annuaire de logiciel libre, un peu les pages jaunes du logiciel libre. Je reviendrai éventuellement sur ce qu'est le libre, mais on aura l'occasion d'en discuter. On a un deuxième axe qui est venu un petit peu plus tard, qui est la culture libre, puisqu'on n'est pas une association d'informaticiens, on est plutôt une association qui vient du milieu de l'éducation nationale et de l'éducation populaire. Et donc, ce qui nous semblait intéressant, c'était de faire le pont entre ce mouvement du logiciel libre qui porte un certain nombre de valeurs et une certaine éthique et qu'on aurait souhaité retrouver plus facilement et qu'on souhaitait se voir développer dans la culture libre. La culture libre, typiquement, c'est Wikipédia, c'est-à-dire une culture qu'on peut partager, modifier, etc. Le troisième axe dont je vais beaucoup plus parler ce soir, c'est celui des services libres. Donc des services libres, c'est quoi? C'est typiquement des sites web auxquels vous accédez pour collaborer, pour partager de l'information, etc. Il y a un an quasiment, enfin mois pour mois, on présentait une conférence aux Rencontres mondiales du logiciel libre qui s'intitulait « Remplacer Google » et qui visait un petit peu à faire un inventaire à l'après-vert des dangers et des sites web que présentait Google au niveau de son histoire et du développement de Google à travers l'histoire. Donc tout commence en 1998. Donc c'est pas si vieux que ça quand même. Google était alors un simple moteur de recherche voilà, qui permettait de trouver un petit peu ce qu'on voulait sur cette immense toile qui était le web et qui est toujours le web. Aujourd'hui, Google répond à plus de 45 000 recherches par seconde. C'est clairement et de très loin le moteur le plus utilisé sur la planète. En Europe, c'est 92% de la population, enfin des internautes, utilisent Google comme moteur de recherche. Dans cet inventaire un petit peu à l'après-vert des différents services, je vais continuer autour des services web que propose Google, notamment avec Google Mail. Alors, je vais poser la question, qui parmi vous a une adresse Gmail? On est à quoi, 80%, 90% dans la salle? C'est à peu près, enfin, c'est une conférence qu'on fait régulièrement, clairement, c'est la statistique habituelle.
La dernière stat officielle de Google, c'était 500 millions de comptes. Aujourd'hui, on suppose, puisqu'ils ne fournissent plus les statistiques, qu'ils sont à 1 milliard de comptes mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment un internaute sur 2 ou sur 3 qui utilise Gmail et qui donc échange et se sert de Google pour partager des informations, qu'elles puissent être professionnelles ou personnelles, au travers de ce service-là. Google Drive, en 2013, c'était 120 millions d'utilisateurs. On doit être aux alentours de 200 millions aujourd'hui. Là aussi, c'est assez difficile d'avoir le chiffre exact. Un des principaux services de travail collaboratif qui est proposé, là encore, par Google. Google Agenda. YouTube, donc aujourd'hui la plupart des gens sont sensibilisés au fait que YouTube est un service de Google. C'est assez bien visuellement, c'est assez bien vu sur la page. Mais ce dont il faut bien être conscient, c'est que clairement YouTube aujourd'hui est le premier média mondial. De loin, et vraiment de très très loin. Il y a plus d'1 milliard de visiteurs uniques par mois, 6 milliards d'heures visualisées chaque mois et 100 heures de vidéos uploadées par minute. Ça veut dire que vous ne pouvez pas regarder en temps réel, vous passeriez 24 heures ou vous seriez 100 personnes à regarder YouTube en permanence avec tous les nouveaux flux vidéo qui arrivent. Vous ne pourriez pas voir tout ce qui est déposé sur YouTube. YouTube représente, je crois, à peu près 6% du trafic Internet mondial. Ce qui est carrément énorme. Après, je rentre là, évidemment, ce n'est pas du tout une conférence technique, mais pour comprendre cette emprise de Google sur Internet, c'est important de rentrer un petit peu sur des services que vous ne voyez pas forcément, mais qui existent. Par exemple, Google Analytics. Google Analytics, c'est un service que utilisent les gens qui créent des sites web pour, en fait, ils délèguent le traitement des statistiques du site web, de leur site web, à Google. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour eux, il y a 4 lignes à copier, on fait un copier-coller de ces 4 lignes et tout de suite Google commence à enregistrer les visites qui passent sur le site. Donc pour le rédacteur en chef du site web, c'est extrêmement pratique parce qu'on a des jolis graphiques, mais pour Google, évidemment, c'est très pratique aussi puisqu'on sait quels visiteurs visitent quel site, à quel moment, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont regardé, combien de temps ils sont restés sur la page, etc. Aujourd'hui, Google Analytics représente près de 70% de part de marché du marché des statistiques web dans le monde. Ça veut dire qu'ils sont, enfin le graphique le montre assez bien, ils représentent quasiment les 3/4 des statistiques web. Google AdSense, c'est évidemment le service le plus important pour Google, vu que AdSense, c'est le service de publicité de Google, et Google est avant tout, non pas une entreprise technologique, mais une régie publicitaire. Il faut bien être conscient de ça. Google, ce n'est pas un moteur de recherche. Google, ce n'est pas YouTube. Avant tout, Google, c'est de la publicité. Et pour vendre de la publicité, tout simplement, il faut, pour la vendre cher, il faut savoir quelles sont les personnes qui viennent sur les sites web. Et pour savoir ça, ils proposent des sites web autour avec justement un profilage de leurs utilisateurs, de façon à vendre de la publicité la plus pertinente possible aux annonceurs. Toujours un petit peu technique, mais qui représente là aussi une grosse part de marché. Il y a un service qui s'appelle Google CDN, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, et qui permet par exemple d'afficher des polices de caractères sur son site web. Donc je crée un site web, je veux afficher telle ou telle police de caractère qui n'est pas comprise par défaut par l'ordinateur sur lequel va s'afficher le site web. Google me propose, ben voilà, si vous voulez afficher telle police de caractère, vous copiez-collez 3 lignes de JavaScript, donc 3 lignes de code, dans votre site web, et à ce moment-là, s'affichera la jolie police que vous avez choisie, qui est fournie par Google. Évidemment, lorsque vous faites ça, ça veut dire que la personne qui va visiter votre site web va informer Google de sa visite pour que Google lui envoie la police qui va s'afficher à l'écran. Donc ça va être très joli, sauf que du coup Google sait qui est venu, à quelle heure, sur quelle page, combien de temps il est resté, etc. Dans les services qui sont aussi massivement utilisés par les utilisateurs, que ce soit du grand public ou des entreprises, il y a Google Groups, qui est un service de liste de diffusion qui est proposé par Google. Et aujourd'hui, notamment dans le milieu associatif français, alors je ne connais pas la situation au Québec, mais c'est un outil qui est extrêmement utilisé par des associations pour se rassembler, pour discuter de façon virtuelle ensemble.
Toujours dans les services, il y a Google Talk et Google Hangout. Google Hangout est un peu un concurrent de Skype et donc permet de faire la visioconférence à plusieurs. Il y a évidemment au travers de la planète des dizaines, voire des centaines de milliers d'entreprises qui utilisent Google Hangout pour discuter. Encore une fois, ça peut être sur des sujets professionnels ou on peut l'utiliser évidemment à titre personnel aussi. Mais évidemment, c'est pas tout. Google propose bien d'autres services en ligne. Je pourrais parler de Google Scholar, des blogs Google, donc le site Blogueur appartient à Google. Google Reader est maintenant fermé, mais d'autres services vont venir. Google Maps, qui est massivement utilisé. Enfin, pour m'y retrouver à Montréal, j'ai utilisé, j'avoue, Google Maps. OpenStreetMap m'a pas beaucoup aidé sur ce coup-là. La galaxie en fait de Google continue petit à petit à s'étendre et notamment ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'être conscient qu'on ne parle plus d'entreprise web. Google n'est plus une entreprise web, Google est avant tout une régie publicitaire, mais Google s'étend aujourd'hui bien au-delà de ça. Google propose des téléphones avec dedans un système qui s'appelle Android. Ce système Android est aujourd'hui contrôlé très largement par Google. C'était au départ un logiciel relativement libre et petit à petit ils ont orienté les développements à coût de centaines de millions de dollars et forcément petit à petit Android s'est fermé. Aujourd'hui le développement d'Android est complètement mené par Google. Google fait un service qui s'appelle Google Wallet, Google Portefeuille, qui permet de faire du paiement sans contact. Lorsque vous allez acheter votre baguette de pain, lorsque vous allez acheter des produits. Et là, forcément, on peut commencer à se poser un petit peu des questions sur l'emprise du coup de Google, parce que non seulement il va savoir avec qui on échange, mais il va savoir ce qu'on va acheter. Donc ça, pour lui, évidemment, c'est une information très importante dans le cadre de sa régie publicitaire. Google fait évidemment aussi, vous en avez tous entendu parler, j'imagine, des Google Cars. Voilà a priori à quoi devraient ressembler les Google Cars qui sont aujourd'hui en test dans le Nevada. Je veux dire qu'aujourd'hui elles roulent pour de vrai, on n'est plus sur du prototype, elles sont toujours en test dans un seul État américain, mais elles vont progressivement sortir, on parle de entre 3 et 5 ans sur le marché états-unien et probablement, j'imagine, donc Amérique du Nord au sens large plus tard ou assez rapidement, et évidemment l'Europe derrière. Donc là, on peut aussi commencer à se dire, mais on est parti à la base d'un moteur de recherche, voilà qu'on se retrouve avec des voitures. Google Glass qui a été un échec d'un point de vue marketing parce que les gens ont eu un petit peu trop peur, justement, ils ont trop vu l'intrusion dans la vie privée que c'était. Je rappelle que les Google Glass sont des lunettes qui permettent de regarder, simplement en regardant un visage, par exemple, d'analyser les traits du visage d'une personne et de dire qui est cette personne. Pour peu qu'elle soit enregistrée sur Google Plus ou autre, ça va vous dire son âge, ça va vous dire son parcours professionnel, etc. Et évidemment, vous pouvez enregistrer tout ce que vous avez vu, ou en partie ce que vous avez vu dans la journée. Donc là, encore une fois, on va encore plus loin dans l'intrusion sur la vie privée qu'au départ. Google s'intéresse, et c'est une des choses qui nous inquiète le plus, au domaine de la santé. Google est un des principaux acteurs aujourd'hui en termes de recherche et d'acquisition d'entreprises autour de l'ADN. Pourquoi ? Parce que l'ADN, c'est de l'information. Le métier de Google, c'est de vendre de la publicité en traitant de l'information. Donc évidemment, si on est capable de traiter des milliards d'êtres humains, leurs visites, leurs vidéos, etc., on est capable de traiter des gros volumes de données, notamment de l'ADN. Voilà. Et donc, il y a des tentatives même de Google Doctor qui commencent là aussi à voir le jour aux États-Unis, où en fait on va poser des questions à des docteurs, qui sont des vrais docteurs derrière, qui sont payés par Google, et qui vous répondent de façon comme ça, virtuelle, enfin par chat interposé, et en vous invitant éventuellement à venir les voir dans leur clinique, etc. Donc là encore, on peut voir ça comme un service plutôt pratique, sauf que, évidemment, ça veut dire qu'on a encore une fois une appropriation d'un domaine du privé par Google. Donc, je le disais, acquisition de bases de données d'ADN.
Google aussi investit massivement dans la robotique. Vous avez ici un des prototypes, et la vidéo date d'il y a au moins 4 ans, donc autant vous dire que depuis il y a eu des progrès qui ont été faits. Une vidéo d'un robot de chez Boston Dynamics. Boston Dynamics est une des principales sociétés de robotique qui a évidemment pas mal de contrats avec l'armée américaine, qui a été racheté par Google. Donc, Google ne s'en cache pas, Google souhaite proposer des robots pour être au service de l'être humain. Donc là, on commence un petit peu à s'inquiéter et à se dire que potentiellement, Google est peut-être le Skynet de 2028, c'est-à-dire assez rapidement, on peut arriver à avoir une société qui contrôle un peu l'ensemble des pans de nos activités, puisqu'on vit dans une société qui est de plus en plus numérique aujourd'hui. Votre téléphone, c'est du numérique, votre télévision, c'est du numérique. De plus en plus, les livres commencent à être sur liseuse, c'est du numérique. Les médias se font de plus en plus numériques, donc au Québec particulièrement. Je crois que l'annonce date d'il y a une quinzaine de jours, où on va petit à petit se débarrasser du papier et aller de plus en plus vers des médias uniquement en ligne. Et clairement, celui qui contrôlera ce qui se passera sur le réseau aura un pouvoir sur les citoyens comme quasiment aucune entreprise n'en a eu depuis, enfin jamais, depuis toujours. Donc il n'y a pas que Google, hein, encore une fois, mon propos ici n'est pas du tout de dire que Google est le mal incarné. Mon propos est plutôt de dire que Google a atteint une taille telle qu'il a un potentiel de nuisance, cette société a un potentiel de nuisance citoyenne comme on n'en a jamais vu. Le fait qu'il ne l'exploite pas aujourd'hui, c'est très bien. Mais est-ce qu'on doit pour autant attendre que quelque chose de grave arrive ? Nous ne le pensons pas. Donc, si je prends voilà, donc les 5 entreprises dont je vous parlais en introduction, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, souvent quand on fait ce type de conférence et qu'on s'adresse à des personnes qu'on croise et qui ne sont pas vraiment sensibilisées à ces problématiques-là, il y a un test assez simple à faire, c'est vous leur demandez quelle est la plus grosse capitalisation boursière mondiale aujourd'hui sur la planète, ou citez-moi les 3 ou 4 plus grosses entreprises de la planète. Ils vont vous citer Exxon, ils vont vous citer voilà, British Petroleum, etc. Clairement, aujourd'hui, la première capitalisation boursière mondiale, c'est Apple. À la base, je rappelle qu'Apple était une boîte qui faisait des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est la boîte la plus puissante de la planète, notamment en termes de capitaux propres. Donc ce sont des milliards de dollars US, 112 milliards de dollars en 2014. C'est quand même assez impressionnant et ça leur donne la possibilité, enfin des possibilités que n'ont aucune autre entreprise sur la planète. Et il y a un mouvement de concentration et d'afflux de capitaux vers ces entreprises qui continue encore aujourd'hui. Les dangers de cette centralisation un petit peu du web et du numérique au sein de quelques entreprises. Le premier, pour ceux qui s'intéressent au secteur économique, c'est un frein à l'innovation. On nous présente toujours ces entreprises comme étant extrêmement innovantes, ce qui est le cas, mais elles sont innovantes non seulement parce qu'elles ont des cerveaux de grande qualité au sein enfin, il y a des cerveaux de grande qualité au sein de ces entreprises, mais aussi parce qu'elles ont la capacité de racheter à peu près n'importe quelle start-up qui pourrait les intéresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une start-up comme Waze, par exemple, qui a un système de GPS, une start-up comme WhatsApp, qui est un système de chat via téléphone intelligent, sont des entreprises qui ont été rachetées à coût de dizaines de milliards de dollars. Enfin, c'est une somme telle face à laquelle les entrepreneurs ne peuvent pas résister. Si on vous fait un produit aujourd'hui, si vous développez une start-up, si vous la poussez, il y a un modèle économique clairement qui s'est développé ces dernières années, qui est de dire je fais ma start-up dans le but de me faire racheter. Et donc le but, clairement, c'est de grossir. Seulement, à partir d'un moment, on sait que Google ou Facebook seront de toute façon plus riches et plus forts que nous. Donc on va essayer de vendre le plus cher possible. Donc je pourrais prendre des cas comme... Enfin, je ne trouverais pas du tout étonnant que d'ici peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, des entreprises comme Dropbox, par exemple, se fassent racheter par ces entreprises-là. Ce sont des entreprises qui ont certes une immense base d'utilisateurs. Par contre, à un moment donné,
Ils savent très bien que c'est un marché qui est volatile et que donc des entreprises comme Google, ils ont tout intérêt à vendre auprès d'entreprises comme Google et d'autres. Le deuxième danger, c'est l'espionnage industriel. Donc là, je pourrais en faire une vaste conférence, rien que sur le point de vue de comment Google était en collusion avec la NSA notamment. Donc ça, ce sont les révélations d'Edward Snowden qui nous l'ont appris. On devient de plus en plus dépendant à ces outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous enlève tout Google, tout accès à Google, là, maintenant, tout de suite, vous risquez d'être perturbé pendant un certain nombre d'heures. Et si vous êtes une entreprise, vous risquez d'être perturbé et ça risque d'avoir une influence non négligeable sur votre chiffre d'affaires. Par ailleurs, on est bien d'accord que tous ces services-là sont des services qui sont fermés. On vous parle beaucoup d'open source chez Google ou Facebook, mais clairement, le code source de Gmail, nous, on ne l'a jamais vu. Le code source de Facebook, on ne l'a jamais vu non plus. Ce sont des entreprises qui, clairement, sont sur des modèles relativement classiques d'exploitation de leur logiciel et on va dire, de propriété intellectuelle autour de ces logiciels. De plus en plus, donc, ce web est centralisé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Internet avait été pensé de façon différente. Internet était justement, c'est du réseau interconnecté. Donc n'importe qui peut être un petit bout d'Internet. Vous pouvez héberger votre site web chez vous, dans votre cuisine, si vous le souhaitez. Et le principe d'Internet, c'est de mettre en relation les milliers, voire les centaines de milliers de serveurs qui existent sur la planète pour que vous puissiez, vous, depuis chez vous, aller consulter une information ou en héberger. Le problème que pose aujourd'hui GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, c'est qu'ils ont tendance à concentrer l'ensemble des voies numériques et la plupart des trajets aujourd'hui que font... Alors votre téléphone, je vous rappelle, il y a 3 systèmes aujourd'hui d'exploitation quasiment sur téléphone, c'est iOS d'Apple, c'est Android de Google et c'est Windows Phone de Microsoft. Il existe évidemment des systèmes libres alternatifs, mais qui sont aujourd'hui, en termes de part de marché, complètement émergents, voire quasi inexistants en termes de part de marché, comme Firefox OS ou Ubuntu Phone. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, si vous avez un téléphone, si vous avez une télévision, si vous avez un routeur, si vous consultez des sites Internet, vous passez par ces entreprises-là. Essentiellement Google et Apple et Microsoft. C'est quand même assez important de comprendre que ce réseau qui était décentralisé au départ est en train de se centraliser petit à petit et donc il est en train de changer de nature. Le dernier point évidemment c'est les atteintes à la vie privée qui sont causées par ces entreprises. Je crois que j'en parle tout de suite après. Je reviendrai donc sur la vie privée. Donc, tout ça nous pousse à dire quand même qu'il faut faire très attention et qu'il faut essayer de faire en sorte que Internet ne devienne pas Google Internet ou ne devienne pas Facebook Internet. Aujourd'hui, on a un moyen d'expression qui existe, qui est libre, qui est partiellement neutre, qui s'appelle Internet. Demain, le fait de publier sera possiblement soumis au bon vouloir de ces entreprises. Sur la question de la vie privée, je reviens juste sur les révélations d'Edward Snowden, donc qui datent de 2013, elles sont relativement récentes, mais c'est quand même relativement intéressant de se dire que ce que nous, militants du logiciel libre, on expliquait tout en passant pour des paranoïaques ces dernières années, quand on parlait du programme Échelon par exemple, ces dernières années, on nous disait oui, vous êtes gentil, mais programme Échelon, on ne l'a jamais vu, il n'y a pas de preuves, etc. Le programme Échelon, c'est un programme d'écoute international des réseaux de télécommunications. Ce qu'a démontré Edward Snowden, c'est que en fait, la situation était bien pire que celle qui était présentée par Échelon, et que le Patriot Act américain, donc, qui est l'acte juridique mis en place suite au 11 septembre 2001, oblige les entreprises états-uniennes à collaborer avec la NSA et à leur fournir toutes les données qu'elles demandent. Or, ça ne vous aura pas échappé, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft sont toutes les 5 des entreprises états-uniennes.
je ne fais pas du tout de la paranoïa sur le fait que potentiellement ces entreprises-là nous espionneraient au quotidien. Encore une fois, je parle d'un potentiel. Je vous passe ce qui se passe en France, parce que soit ça ne vous intéressera pas, et là aussi je pourrais en parler pendant 1 heure, mais potentiellement la réaction juridique française par rapport à ça a été complètement pitoyable. C'est de dire « Ah, puisqu'on nous espionne, on va espionner les autres ». Je résume, mais c'est à peu près ça. Et surtout, on va espionner nos propres concitoyens, sous prétexte du terrorisme, évidemment. Et donc, la question derrière, c'était de se dire bah non, on avait peut-être une autre carte à jouer que de s'espionner entre nous. Mais non, on poursuit dans une espèce de course à l'échalote de l'espionnage de ses propres citoyens. Donc, vu qu'il ne me reste pas très longtemps non plus, je vais essayer de passer un petit peu sur des solutions que nous, on a souhaité mettre en place. Donc nous, association Framasoft, on s'est dit, bon, voilà, les révélations d'Edward Snowden nous montrent que potentiellement, on a un vrai risque de centralisation du web et d'appropriation du web par des entreprises. Nous ne souhaitons pas l'appropriation du web par des entreprises. Pour nous, Internet est un espace de libre expression. Ça ne veut pas dire que ça doit être l'anarchie. Il y a des lois qui encadrent ce qu'on peut dire ou pas sur Internet. On peut discuter de comment ces lois sont mises en place et de comment est-ce qu'elles sont traitées. Mais clairement, on ne peut pas juste faire comme s'il n'y avait pas ce mouvement de concentration et d'atteinte à la vie privée. Donc, on a commencé par comparer. Donc, Google, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3 milliards de dollars de bénéfices, plus de 50 000 employés. En réalité, si vous prenez les emplois indirects, tous les gens qui travaillent pour Google, qui sont prestataires de Google, clairement, ils ne sont pas moins de 800 000 personnes. 2 millions de serveurs en 2008. Il faut le savoir, si jamais un jour vous vous demandez qui est le plus gros producteur informatique mondial, qui produit le plus d'ordinateurs dans le monde, c'est pas Dell, c'est pas Asus, c'est pas Samsung ou Acer, etc. C'est Google. Pour ses propres services, ils ont évidemment leur propre entreprise de production d'ordinateurs qui ne revendent pas à l'extérieur. Mais voilà, c'était 2 millions de serveurs en 2008. Aujourd'hui, voilà, si vous faites une petite extrapolation sur la courbe, on doit clairement être aux alentours de 7 ou 8 millions de serveurs. C'est clairement l'un des plus gros centres de calcul du monde. Framasoft, voilà, 158 000 € de recettes, 10 000 € de pertes, hein, on était en 2014, on perdait de l'argent. Et on est toujours 2,7 salariés pour une trentaine de membres, et 7 serveurs, aujourd'hui un petit peu plus, et une vingtaine de machines virtuelles. Clairement, on n'est rien. Voilà, vous êtes ici, c'est 2,27 secondes de chiffre d'affaires quotidien de Google. Donc on n'est rien du tout vis-à-vis de Google. Mais on s'est dit qu'on allait y aller, qu'il y avait quelque chose à faire parce que c'est rigolo, parce que nous, on n'a rien à perdre à tenter de résister à ça. Et puis surtout, encore une fois, la réponse des États ou des entreprises nous a paru inadéquate. En tout cas, biaisé par un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté, qui n'est pas aussi rapide que ce que peut l'être Google au niveau évidemment technologique. Donc, en octobre 2013, on a commencé à manger la pâtée de notre chien, comme on dit. Alors, je ne sais pas si l'expression veut dire quelque chose ici. Ça veut dire que, tout simplement, on a essayé de s'appliquer à nous-mêmes les recommandations qu'on recommandait finalement aux gens, c'est-à-dire tout simplement, on a quitté Google. Notre association utilisait Google Mail, on a quitté Google. Notre association utilisait des listes de diffusion Google Groups, on a arrêté d'utiliser ces services-là, etc. On avait encore de la publicité sur un de nos sites, on a viré la publicité. Donc petit à petit, ça nous a pris 6-8 mois, c'est-à-dire quand même relativement longtemps, mais on a réussi petit à petit à quitter Google, et aujourd'hui on peut dire que Framasoft n'utilise plus du tout les services de Google. Et donc en octobre 2014, c'était ce que je vous disais en introduction, on a lancé une initiative qui s'appelle Dégooglisons Internet, qui vise principalement, donc là vous voyez la petite carte en mode Astérix, qui vise principalement à 3 objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser, c'est par exemple ce que je suis en train de faire ici.
sensibiliser le public à ce qui se passe dans l'arrière-cour d'Internet, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, pour l'immense majorité du public, Internet c'est quelque chose qu'on va utiliser, mais on ne sait pas forcément comment ça marche. Donc nous, Association d'éducation populaire, on s'est dit qu'il y avait vraiment une mission d'éducation et de sensibilisation à mettre en place. Le deuxième objectif, c'est de démontrer, je vais revenir un petit peu sur le principe, mais l'idée c'était de dire que le logiciel libre sauvera le monde, et en tout cas pourra nous éviter de rester entre les mains de Google, Apple et Facebook. Et donc en fait, en face de chaque service, voilà, qui entoure un petit peu le village libriste, c'est-à-dire YouTube, Google Agenda, etc. C'était de dire, en face de chacun de ces services, on va montrer que le logiciel libre propose une alternative qui est intéressante. Alors, on est bien ici dans de la démonstration. Ce n'est pas nous, petite association française, qui allons héberger, avec nos 7 serveurs face aux 7 millions de chez Google, autant d'informations que Google, y compris avec à peu près 12 000 ou 15 000 fois moins de salariés. Mais l'idée, c'est de démontrer que c'est possible et que le logiciel libre est une solution vis-à-vis de cette problématique-là. Le troisième objectif, c'est d'essaimer, et ce sera ma conclusion dans quelques minutes dessus. Donc, Minus et Cortex, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir, Minus? Comme tous les soirs, on va essayer de libérer le monde. Et donc, qu'a-t-on fait? En face de chaque service de Google, je vous disais, on a essayé de mettre en place un service alternatif. Donc c'est quelque chose qui va se dérouler sur 3 ans. Donc là, on finit justement la première année. Donc par exemple, on propose, c'est la partie un petit peu autopromotion, donc je vais aller très très vite, c'est pas le sujet ce soir, mais on propose des services alternatifs. Donc par exemple, Framapad est un service alternatif à Google Doc. Framacalc est un service alternatif à Google Spreadsheet. Framabag est un service alternatif à Google Reader. Ça veut dire que vous tombez sur une page intéressante, vous voulez la lire plus tard, vous cliquez, hop, c'est mis de côté et vous pourrez la relire plus tard. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de son adresse, etc. Framadat est un service alternatif à Doodle qui permet de choisir des dates de rendez-vous. Voilà. Framanews, je continue. Framasphere est un service alternatif. C'est un mi-chemin entre Twitter et Facebook. C'est-à-dire, vous pouvez, c'est un réseau social, voilà, qu'on a mis en place en octobre 2014. On avait 7000 membres dès le premier mois. Aujourd'hui, donc, on est même à plus de 16 000 membres un an plus tard. Alors 16 000 membres face aux 1,2 milliard, je crois, d'utilisateurs de Facebook. Évidemment, on est à des années-lumière. Mais encore une fois, l'important pour nous, c'est de proposer une alternative. Framabin est un système qui permet d'échanger de façon chiffrée des informations. Framalink est un raccourcisseur d'URL. Framapic est un hébergeur d'images, voilà, de façon ou temporaire ou permanente. Pour les informaticiens qui sont dans la salle, et je sais qu'il y en a, en alternative à GitHub, je rappelle que GitHub est une forge logicielle, c'est-à-dire c'est un site web sur lequel nous, informaticiens, allons déposer notre code source pour le partager avec d'autres et pour que d'autres viennent interagir sur notre code, un petit peu comme dans le processus législatif. On peut intervenir à plusieurs dessus, plusieurs personnes, et on va pouvoir remonter le tracé, une loi, enfin l'historique d'une loi. GitHub et globalement ce qu'on appelle les systèmes de gestion de version permettent la même chose, c'est-à-dire qu'un premier développeur vient poser du code, puis d'autres viennent travailler dessus, etc. Aujourd'hui, le principal site s'appelle, la principale forge logicielle au niveau mondial s'appelle GitHub. Malheureusement, GitHub n'est pas libre, ça veut dire que nous, développeurs de logiciels libres, nous avons tendance à déposer notre code source chez une entreprise qui demain peut fermer, demain peut revendre le code, demain peut faire plein de choses qu'on n'aurait pas forcément souhaité au départ, mais finalement on le fait parce que ça marche bien, parce que c'est confortable. Donc on a sorti une alternative qui s'appelle guide.framasoft.org. Voilà, on a 500 projets en 12 jours. Aujourd'hui, on est à plus de 1500 projets. C'est un projet qui est sorti en mars. En termes de moteur de recherche, parce qu'on nous dit souvent, oui, c'est bien beau, mais si jamais on doit quitter le moteur de recherche de Google, je vais où? Alors, il y a par exemple DuckDuckGo.
qui est une alternative. On a sorti la nôtre qui est basée sur un logiciel libre qui s'appelle Cirx. Et donc notre alternative s'appelle Framavi. Vous pouvez aussi la trouver sous trouvons.org ou sous tontoroger.org. Me demandez pas pourquoi, on devait avoir légèrement bu ce soir-là. Et donc le principe de Framabi, de trouvons.org ou de tontoroger.org, le principe est assez simple. C'est vous tapez votre recherche dans notre moteur. Nous, on vous assure en tant qu'association qu'on n'enregistre pas ce que vous avez cherché et on envoie la demande à Google, à Bing, à Yahoo, à Wikipédia, à d'autres sites. On récupère les différents résultats de ces sites web et on vous les affiche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre recherche est anonyme sur Internet. Ces moteurs ne savent pas qui vous êtes. Et donc, la contrepartie de ça, c'est vous sortez de ce qu'on appelle la bulle de filtre. La bulle de filtre, c'est quoi? C'est quand vous tapez quelque chose sur un moteur de recherche, donc typiquement sur le moteur de Google. Google sait que vous êtes un homme de 30 ans qui habite Montréal, ou une femme de 55 ans qui habite Matane, et forcément, ils ne vont pas vous afficher les mêmes résultats, suivant qui vous êtes. C'est évidemment quelque chose qui est pratique, qui est confortable, qui est efficace, mais ça pose un vrai problème de fond, c'est qu'il vous présente des résultats en fonction de ce que lui pense qui va être intéressant pour vous. Or, là, ça nous pose un problème éthique qui est monstrueux, c'est à quel moment est-ce qu'un algorithme peut décider ce qui est bon pour moi ou pas. Framabooking est un site qu'on a sorti relativement récemment et qui en fait permet d'héberger une bibliothèque, notamment pour les liseuses. Voilà, donc on héberge aujourd'hui environ 5000 ouvrages, je crois. Je vous passe Framagames, qui est un petit site d'hébergement de jeux. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc si je reprends la carte, on voit qu'on a quand même éliminé un certain nombre de services alternatifs. Et donc là, on va s'attaquer dans les jours qui viennent, parce que je ne dors pas beaucoup en ce moment, en même temps que je suis ici, j'en profite pour avancer sur le projet de campagne de 2015 avec mes collègues qui, eux, sont restés en France. Et donc on va sortir un Framapad avec des comptes privés, on va sortir un Framadat amélioré, on va sortir un nouveau projet qui s'appellera Framadrop, qui est une alternative à WeTransfer ou à DropSend de façon totalement chiffrée, puisque évidemment ces sites-là aujourd'hui collectent vos adresses mail et vous envoient de la publicité. En alternative à Change et à Change.org et à Avaz, un site de pétition, puisque encore une fois le modèle de Change.org, si vous signez une pétition sur Change.org, évidemment, ils retiennent votre adresse mail, mais ils retiennent évidemment vos votes pour pouvoir revendre les profils à des entreprises et dire, bah voilà, vous voulez des hommes qui habitent Montréal et qui sont intéressés par l'écologie. Change.org a de l'information à vous revendre, évidemment, si vous êtes annonceur. Et gros morceau, une alternative à Google Drive et Dropbox qui s'appellera Framadrive, qui est basée sur un logiciel libre qui s'appelle OnCloud. On va aussi en profiter pour traduire nos sites dans différentes langues, puisque là, pour l'instant, l'initiative, elle est évidemment très très francophone, mais on n'a pas trouvé d'équivalent pour l'instant à l'étranger, et on s'est dit que ce serait quand même intéressant s'il y avait d'autres personnes qui faisaient la même chose que nous. En décembre, enfin d'ici décembre, probablement une alternative à Google Forms, une alternative à Trello, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un outil de gestion de projet, une alternative à Skype qui sera possiblement un produit québécois, vu que voilà, une des découvertes de ma venue ici est un logiciel libre développé par une entreprise qui s'appelle Savoir-Faire Linux, qui propose un logiciel qui s'appelle Ring, et qui pourrait, à mon avis, nous permettre de proposer une alternative à Skype. Voilà, le tout évidemment sous forme de logiciel libre. Un logiciel de prise de décision. Et notre objectif, c'est d'arriver donc d'ici juillet prochain aux Rencontres mondiales du logiciel libre, avec encore 2 ou 3 autres projets, notamment une alternative à Google Agenda. Je passe sur la principale critique qu'on nous fait, qui est « mais vous recentralisez le web ». Je reviendrai après sur le fait qu'on ne recentralise pas le web.
on a évidemment besoin d'aide. On a besoin d'aide à différents niveaux. Donc là, on est en train de préparer un projet qui s'appelle Chaton, parce que sur Internet, on aime bien les chatons. Donc le collectif des hébergeurs associatifs. Alors, ce n'est pas associatif, ce sera sans doute alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Et l'idée, c'est de multiplier, finalement, puisque nous, on documente la façon dont on a réalisé notre projet, c'est d'encourager des entreprises, des coopératives, des associations à monter un petit peu le même type de choses que nous, de façon à ne pas faire peser sur nous trop de visites, ce qui recentralise le web, et à pas faire peser sur nous non plus une charge technique trop importante, sachant que forcément on n'a pas cette capacité-là à long terme. Donc se pose évidemment la question de qu'est-ce qui pourrait se passer au Québec. Et une des raisons de ma venue ici était aussi, en dehors de sensibiliser les acteurs, de leur rappeler que ça a du sens d'héberger des données québécoises au Québec, plutôt qu'en Californie ou plutôt qu'en Europe chez Framasoft. Hop. Ah. Va-t-il passer à la slide suivante? Oui. Alors, vous pourriez vous dire évidemment pourquoi choisir Framasoft. Donc je rappelle qu'on est une association sans but lucratif, donc on n'a pas intérêt à revendre, on n'a pas d'intérêt économique déjà à revendre vos données. Et on s'est engagé sur 4 points, à savoir n'utiliser que des services sur base de logiciels libres. Alors je suis allé très très vite, je n'ai pas expliqué ce qu'était le logiciel libre, mais en 2 mots, la définition exacte du logiciel libre, c'est un logiciel qui répond à 4 libertés, c'est-à-dire un logiciel que vous avez le droit d'utiliser. On ne va pas vous empêcher d'utiliser le logiciel, alors que si vous ouvrez par exemple Photoshop, vous voyez sur le petit écran lorsque de lancement que si vous êtes en Iran ou en Corée du Nord, vous n'avez pas le droit d'utiliser Photoshop. Il n'y a pas ce type de restriction dans le milieu du logiciel libre. N'importe qui peut utiliser le logiciel. Vous avez le droit d'étudier le fonctionnement du logiciel, vous avez le droit de le repartager, de le modifier. C'est un petit peu l'analogie qu'on prend souvent, c'est celle de la recette de cuisine. C'est un logiciel libre, c'est un logiciel dont vous avez la recette de cuisine pour pouvoir non seulement savoir ce qu'il y a dedans, donc savoir s'il y a des OGM ou pas, mais aussi savoir avoir la possibilité de modifier cette recette. Donc voilà, si vous n'aimez pas votre pâte à crêpes avec de la farine de blé et que vous voulez essayer autre chose, vous avez le droit d'utiliser autre chose. Il n'y a pas d'appropriation sur le code source d'un logiciel libre. Donc, je reviens un petit peu, si vous avez des questions après sur le logiciel libre, on pourra plus spécifiquement aussi y répondre. Mais on a pris 4 engagements, donc n'utiliser que du logiciel libre pour tous nos services. On s'engage sur des points éthiques, c'est-à-dire on a fait le choix de mettre 0 publicité. C'est un choix de notre part, vu que si on mettait de la publicité en dehors de faire de la promotion pour des amis éventuellement, qui dit publicité dit régie publicitaire pour toucher de l'argent, qui dit régie publicitaire dit profilage aujourd'hui des utilisateurs. C'est pas ce qu'on souhaite, donc pas de publicité. On s'engage évidemment à protéger vos données, c'est-à-dire que autant que faire se peut, on chiffre toutes les données. La plupart du temps, donc ici on dit peut-être crypté, en France on dit chiffré, en tout cas les données, elles sont dans un format tel que même nous n'y avons pas accès. C'est-à-dire que si vous déposez des fichiers par exemple avec Framadrop, qui est un service qu'on va sortir d'ici la semaine prochaine, quand vous mettez un fichier chez nous avec Framadrop, nous n'avons pas la possibilité de savoir ce que contient le fichier. Légalement, ça va poser des questions intéressantes, mais c'est vraiment un choix de notre part, voilà, de ne pas fliquer les utilisateurs et de ne pas aller fouiller, de même, autant que faire se peut, ne pas avoir la possibilité d'aller fouiller dans les données que vous nous confiez. Troisième point sur lequel on s'est engagé, c'est d'essayer de décentraliser. Donc là, ma venue au Québec permet aussi ça, c'est-à-dire de pousser d'autres pays et d'autres États à se poser cette question de comment est-ce qu'on peut refaire un Internet décentralisé sans point central ou sans ces 5 points centraux qui petit à petit grossissent. Et enfin, dernier point, on s'engage sur une forme de solidarité. Alors là, c'est notre mission, nous, évidemment, d'association d'éducation populaire, mais c'est de dire que
on n'aura jamais un service de support avec 10 000 personnes comme chez Microsoft. C'est évident. Vous ne pourrez pas prendre votre téléphone demain, décrocher et dire « Bonjour, j'ai un problème avec Framapad, merci de résoudre mon problème dans les 20 minutes ». C'est pas notre boulot, ça n'a de sens, ça n'est possible que si les utilisateurs acceptent de s'entraider entre eux. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement dans le milieu du logiciel libre, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement quand on est citoyen, et on espère qu'il se passera la même chose autour de ces services libres. Et l'autre façon d'être solidaire, c'est un petit peu de donner des sous à Framasoft aussi, puisque c'est comme ça que nous, on pourra continuer à proposer des services. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Non. Enfin, aujourd'hui, un an après, je commence à me dire que potentiellement c'est rigolo. On est parti vraiment escalader l'Himalaya en tongs. Hein. Moi, je ne pensais pas qu'on irait déjà aussi loin en un an. Mais potentiellement, finalement, on peut le faire. On peut montrer qu'il est possible de monter. L'image d'Astérix est assez juste finalement, qu'il est possible de monter un petit village, alors gaulois ou québécois, hein, où en tout cas voilà, Google n'a pas le droit de citer, ou Facebook n'a pas forcément le droit de citer au sein de cette partie d'Internet. Donc on a besoin de vous pour y arriver évidemment, donc premièrement éventuellement en parlant de l'initiative autour de vous, évidemment en auto-hébergeant vos applications. Donc là, j'encourage des associations et éventuellement entreprises qui sont d'informatique qui seraient dans la pièce à auto-héberger des applications de façon à refaire d'Internet un espace de libre expression. Troisième chose, vous pouvez donner des sous à Framasoft, vu qu'on ne vit, je vous rappelle, que des dons. C'est une initiative extrêmement prétentieuse, on en est conscient. L'idée d'aller dégoogliser Internet avec ses 60 milliards de chiffre d'affaires, quand on est une association française qui a quasiment pas un sou en poche, oui, c'est prétentieux. Après, s'il n'y a plus d'utopie, on n'a qu'à s'allonger et mourir. Donc, autant tenter quelque chose. Donc, on y va, on verra bien si ça marchera. Et il est 18h, et pour laisser un petit peu de temps aux questions, je conclurai en disant que, pour en revenir sur cet espace qui est Internet aujourd'hui, qui est un espace de libre expression, ce qui nous inquiète au fond, c'est que la venue de Google Ternet, si elle vient, pose des questions éthiques et des questions de citoyenneté comme l'humanité s'en est pas posée. C'est à quel moment est-ce qu'une entreprise peut se substituer à l'État? À quel moment est-ce qu'une entreprise peut dire je vais décider, par exemple chez Apple, est-ce que la pornographie c'est bien ou pas? Apple a décidé que la pornographie c'était mal. Je ne dis pas que la pornographie c'est bien, mais en tout cas la pornographie n'est pas interdite. Enfin, autant que je sache, ici non plus. En tout cas en France c'est pas interdit. Par contre, si moi demain je veux travailler avec Apple, si j'étais dans le domaine de la pornographie, je ne pourrais pas travailler avec Apple. Apple a décidé que non. C'est leur choix. Je respecte 100%. Le problème c'est quand ces entreprises commencent à être complètement, enfin partout dans nos vies. Donc je rappelle que Apple va aussi faire des Apple Cars. Apple développe aussi un certain nombre de services en ligne qui sont attentatoires à vos vies privées. Laisser ces entreprises-là décider ce à quoi on a accès ou pas pose des problèmes éthiques qui sont pas traités aujourd'hui ou très peu traités par la société civile. On est capable de faire des moratoires sur les OGM, sur le gaz de schiste, sur le clonage humain, mais personne ne se pose vraiment la question de savoir à quel moment est-ce que ces entreprises et leur potentiel de nuisance, encore une fois, je crie pas, enfin si je crie un peu au loup, mais je dis pas que le loup est en train de manger les moutons, mais je dis qu'il y a un loup dans la bergerie aujourd'hui, enfin ils sont même 5, et que potentiellement ces entreprises-là ont un pouvoir de nuisance comme on n'en a jamais connu, et que c'est pas parce qu'elles l'utilisent pas aujourd'hui qu'elles l'utiliseront pas demain. Voilà, c'est fini.